Magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www. 30 octobre 2019, bienvenue amis fidèles de la RPA à ce magazine Humura Burundi, les principales articulations. L'ONU appelle du dialogue inter-burundais avant les élections de 2020 et de son côté, le CFOR Arusha demande à cette même institution de plutôt user de ses forces pour trouver solution à la crise burundaise. Un ancien journaliste de la RPA, 4 jours, enlevé par les agents du Service national des renseignements, il serait accusé avec le mouvement rebelle Red Tabara. Dans ce magazine, nous parlerons également réfugiés où l'organisation Human Rights Watch reproche au HCR de pas avoir bien joué son rôle vis-à-vis des réfugiés burundais pour ce qui est de leur protection. Voilà pour le sommaire. À la présentation de ce magazine, vous êtes avec Josiane Mouzaneza. Et Steven Yungekou et ingénieur Égide Ngemilo sont de l'autre côté de la cabine technique dans quelques poussières de secondes. Titre. Encore une fois, bienvenue. L'arrestation et l'emprisonnement de 4 journalistes du groupe de presse Iwachu ainsi que leur chauffeur est un signe de plus que le gouvernement de Gitega n'est pas prêt à organiser des élections libres. C'est du moins le contenu d'un communiqué du parti MSD sorti ce mardi, lequel communiqué demande la libération immédiate et inconditionnelle de ces journalistes qui totalisent aujourd'hui 9 jours d'incarcération. Le parti MSD interpelle également la communauté internationale de se rendre compte qu'il est grand temps de voler au secours des Burundis. Suivez à ce propos Epitas Nshimirimana, il est le porte-parole du parti MSD. Cette arrestation nous rappelle que maintenant, il n'y a rien qui peut garantir les bonnes conditions des élections crédibles en 2020, car les Burundais continuent de subir l'injustice. Même les journalistes qui n'ont pas fui le pays ne peuvent pas faire leur travail librement afin de pouvoir les permettre de dire tout ce qui se passe dans le pays. Cet emprisonnement arbitraire qui frappe des journalistes est le dernier épisode d'un processus en cours de suppression de toutes les libertés publiques avant la phase électorale de 2020. Nous rappelons les Nations Unies, l'Union africaine, ainsi que les gars de la Cour d'Arusha pour qu'ils s'impliquent avec plus d'engagement dans la résolution de la crise burundaise. Nous profitons de cette occasion pour rappeler au peuple burundais de se réveiller afin de voir qu'il est temps de se lever contre ce pouvoir qui n'a pas de nom en Afrique, en refusant d'être enlevé un à un, comme si on n'est pas concerné. Aujourd'hui, ce sont les journalistes, mais demain, ce sera toi. Le mouvement des jeunes burundais en exil, M15 en sigle, s'insurge également contre l'emprisonnement abusif de ces journalistes. Pour cela n'est qu'un avertissement et une sorte d'intimidation à l'endroit de tout journaliste, surtout en cette période préélectorale. Suivez à ce propos comme Nzeimana, porte-parole du mouvement M15. En ce qui concerne les conséquences néfastes, premièrement, les autres journalistes ne travaillent pas à l'aise. Les bénéficiaires de l'information ne reçoivent pas cette dernière d'une manière adéquate. Il y a aussi la multiplication des fausses informations, je précise des rumeurs. Et pour terminer, en ce qui concerne de la part de notre mouvement, avoir aucune espérance. Premièrement, sont des élections non inclusives et incrédibles. Ça serait mieux de reporter le scrutin afin de bien préparer tous les partis politiques et les autres peuples qui sont à l'extérieur du pays. Je précise les réfugiés. Humura Burundi.
Parlons à présent en politique où le secrétaire général des Nations Unies appelle à la reprise du dialogue inter-burundais avant les élections. Dans son rapport publié le 24 de ce mois, Antonio Guterres insiste surtout sur l'implication du gouvernement et du parti CNDD-FDD. Antonio Guterres trouve que tenir les élections dans un climat de tension et de méfiance s'accompagne d'un risque de violence. Le point avec Trésor Nyongabo. Dans le rapport de ce 24 octobre, le secrétaire général de l'ONU indique que les politiques des différents partis sont inquiétés par l'amendement de la Constitution qui va à l'encontre de l'accord d'Arusha. La Constitution qui porte le mandat présidentiel à 7 ans. Tous les concernés par la question, en particulier le gouvernement et le parti au pouvoir CNDD-FDD, doivent se mettre ensemble dans le but d'œuvrer pour l'intérêt général. Permettra de préserver l'accord d'Arusha qui a permis de rétablir la paix après une décennie de guerre civile. Dans ce texte précise que le dialogue inter-burundais, lancé en mars 2016 sous l'égide de la communauté est-africaine, n'a pas encore permis de progrès significatifs vers le règlement de la crise qui a éclaté en 2015. Pendant ce temps, le gouvernement part aux prochaines élections générales et continue à adopter des lois et des décisions administratives en ce Antonio Guterres ont été contestés par le général dans un climat de méfiance s'accompagne d'un risque de violence qu'on ne pourrait ni réduire. Antonio Guterres trouve que la solution à ces problèmes serait un dialogue. Exhorte le gouvernement à de bonne foi au pourparlers qui serait sous l'égide de la communauté est-africaine dans de la stabilité et du développement durable du pays. Trésor Nyongabo, des indicateurs non trompeurs risquent de plonger dans une autre guerre civile provoquée par le gouvernement en place. Un constat qui a poussé la coalition des forces de l'opposition burundaise, Sefor Arusha en sigle, a adressé ce lundi 28 octobre une correspondance au président de sécurité pour lui immédiat et trouver une solution à la crise burundaise. Et Jean Bosco Ndaïkenguru, qui est secrétaire général de cette coalition, énumère certains de ces indicateurs. Vous savez, la situation politico-sécuritaire et humanitaire au Burundi est extrêmement explosive. Les combats entre les mouvements armés et les forces de défense et de sécurité acquis au régime burundais et qui sont appuyés par la milice Imbonerakure se poursuivent. Les assassinats ciblés, les exécutions sommaires, la judiciaire, désolant du lot quotidien au Burundi. La promulgation en juin 2018 d'une constitution qui enterre l'accord d'Arusha pour la paix et la conciliation au Burundi et qui instaure une dictature d'un parti, famine généralisée dans la majorité de la population, les violations graves des qui sont rythmées par des discours de haine et d'incitation à la violence par les plus hautes autorités de l'État burundais, l'entretien par le régime burundais de la milice Imbonerakure qui continue la terreur, notamment en s'attaquant systématiquement aux membres et sympathisants de l'opposition, sont autant de signes qui montrent que le régime burundais est en train de créer lui-même une situation de pré-guerre civile au Burundi qui risque bien sûr de compromettre toute la sécurité sous-régionale. La Sefor Arusha a aussi attiré l'attention du Conseil de sécurité sur la situation que vivent les réfugiés burundais se trouvant dans les camps de réfugiés en Tanzanie. La coalition Sefor Arusha a également émis des propositions qui pourraient aider à protéger la population burundaise, y compris les réfugiés. Encore une fois, Jean Bosco Ndaïkenguru. La coalition des forces de l'opposition burundaise pour le rétablissement de l'accord d'Arusha, Sefor Arusha ainsi, exhorte le Conseil à première sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2303 et surtout de protéger la population civile en péril imminent. Deuxièmement, de prendre toutes les mesures qui s'imposent et qui imposent l'urgence de la situation pour protéger les réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie, en s'assurant notamment qu'aucun réfugié burundais ne soit forcé de retourner au Burundi contre son gré et en leur garantissant une protection optimale. Troisièmement, prendre des mesures concrètes et urgentes permettant de contraindre le régime burundais d'accepter les négociations inclusives sans délai, telles que rappelées 2279, 2248 et 23
03. Et enfin, référer le dossier burundais à la Cour pénale internationale pour faire échec au projet du régime burundais de s'assurer les crimes de droit international en cours au Burundi depuis 2015. Des Nations Unies ne trouve pas un consensus sur l'incite de prendre des initiatives de rachat. Il faudrait exhorter les États membres à agir au nom de la responsabilité juridique et morale qui leur incombe pour empêcher le Burundi de sombrer dans l'abîme. En sécurité, ou un citoyen du quartier Gatunguru de la commune Mutimbu, situé en province Bujumbura, disparu depuis ce dimanche. Selon des témoins oculaires, il aurait le service national de renseignement au Burundi. Emmanuel Ndamwidi, connu sous le sobriquet d'Omesheme, habite le quartier Gatunguru situé en commune Mutimbuzi. Les informations en provenance de ce quartier indiquent que dimanche dernier, il s'était rendu comme d'habitude au terrain de football situé à l'intérieur du Konso-Quartier en zone Kamenge. Ces mêmes informations font également savoir que, de retour du sport, une voiture l'attendait au niveau du bar appelé Kumutana, situé près du Konso-Quartier. À son bord se trouvaient, toujours selon les mêmes sources, 4 agents du service national des renseignements. Ces derniers lui auraient intimé à bord de cette voiture une injonction à laquelle le surnommé Mesheme n'a pas obtempéré. Frustrés, ces agents de la sur lui jusqu'à l'assommer à l'aide des crosses de leurs pistolets. Dans la dite voiture, inconscient en direction de la zone Kame. Et comme la voiture roulait à tombeau ouvert pour les témoins oculaires, entrée grave 4, un accident à la 15e avenue nationale. Le surnommé Mesheme ne cessait de hurler et de demander secours. Selon toujours nos sources, des gens se seraient approchés du lieu de l'accident pour s'enquérir de la situation. Les quatre leur ont expliqué le mouvement Red Tabara récemment appréhendé en province qui ne cessait d'augmenter. Pris de peur, révèlent nos sources, les ravisseurs se sont résolus sur les lieux de l'accident. La voiture à bord de laquelle appartenant à un certain Malikonge, une dépanneuse sollicitée par des militaires qui sont arrivés quelque temps après le départ de ces agents du service national des renseignements. Depuis, Emmanuel Ndamwidi sur Mesheme. Les informations fournies par certains habitants de la zone que la casquette que portait Mesheme aurait été remise à la femme de la victime, pleine de sang. Pour rappel, Emmanuel Ndamwidi alias Mesheme a été journaliste de la radio publique africaine RPA depuis la naissance de la radio en 2001 jusqu'en 2015, avant le début de la crise liée au 3e mandat contesté de Pierre Nkurunziza. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre le général Etienne Hakarutima. Selon les informations en provenance de Kinama, où vivait cet élève, elle aurait succombé au coup de bâton que l'enseignante Lodi Ninheretse lui a donné au niveau du cou et des hanches pour n'avoir pas. Selon les mêmes informations, après avoir constaté que l'élève a perdu connaissance, cette enseignante a vite demandé de l'aide auprès de ses collègues et a été conduite à l'hôpital des sœurs de Kinama où, peur, l'enseignante a pris fuite et pour le moment, l'école et la maîtresse responsable sont dans les mains de la police au chef-lieu de la zone Kinama pour des raisons. La famille de cet élève demande que cette enseignante, Lodini Nheretse, réponde de ses actes devant la justice. Le reportage est plutôt signé Clovis Nyonzima. À ce propos, l'ancienne présidente du syndicat STEB désapprouve cette punition. Eulalie Bidzi rappelle que les sanctions interdites par le ministère de l'Éducation. Suivez. Et la décision alors de retirer les sanctions corporelles, des sanctions applicables à l'école, dure de plusieurs années. Mais elle a commencé pendant la période où l'école a essayé d'harmoniser ce règlement avec le respect des droits de l'enfant. Mais ça fait plus de 10 ans. Et pourquoi ils ont exclu la BADE? C'est parce que les parents ont constaté, l'administration scolaire et personnellement moi-même, même les enseignants, il y a des parents il y a plutôt des enseignants qui ne sanctionnent pas les élèves, qui vraiment les torturaient en utilisant le bâton, et même en utilisant les gifles, et en utilisant les bâtons, en utilisant tout ce que nous appelons sanctions corporelles, ils arrivaient à des dérapages, ils traumatisaient les enfants, ils les blessaient jusqu'à ce que même il y avait des fractures, il y avait des blessures, et l'enfant était traumatisé, et dès ce jour-là, il a abandonné l'école.
Et pour couper court avec ce genre de pratique et ainsi éviter d'autres accidents, Eulalie Midi recommande des sanctions à l'endroit de tout enseignant qui infligera une punition corporelle à un élève et cela d'une façon exagérée. Suivez. Voilà le problème. Normalement, quand la sanction va au-delà d'une sanction d'éducation, jusqu'à blesser, jusqu'à la mort, sincèrement, il n'y a pas de précision. La loi ou tout simplement l'instruction n'avait pas de texte d'application. Il y avait une interprétation différente, il n'y avait pas de texte d'application. La loi ou les instructions officielles ne sont pas une bonne source pour sanctionner l'enseignant coupable d'une torture et sanctionner la faute en se référant au code de procédure pénale, aux autres textes, aux autres lois disponibles. L'instruction officielle n'est pas une source, c'est la loi qu'il faut interpréter. Pas la loi applicable à l'école, mais la loi en rapport avec les procédures pénales. Page justice à prison après 5 jours de détention au cachot de la police judiciaire. Le responsable de l'église adventiste du 7e jour au Burundi a passé ce mardi sa première nuit à la prison centrale de Mimba. Il serait entre autres accusé d'avoir terni l'image du pays. On vient de me faire signe que l'élément sonore n'est pas encore disponible. Nous y reviendrons si le temps nous le permet. Une courte pause et on entame la page agriculture. Les agronomes et les vétérinaires de la province Cibitoke accusent le directeur provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage d'avoir détourné le carburant destiné à leur déplacement lorsqu'ils se rendent sur le terrain. Un budget qui, selon nos sources, a déjà été disponibilisé par le ministère de tutelle depuis le début de l'année. Le point avec Marie-Ange Irakodze. Les bons de commande en possession de leurs collègues, tels sont les arguments avancés par ces agronomes et éleveurs de la province Cibitoke pour justifier ces accusations. L'un d'entre eux témoigne. Leurs collègues des provinces Bubanza, Bujumbura Rural et Cibitoke vont s'approvisionner en carburant et ce sur présentation des bons de commande. La station qui a gagné ce marché est Top One. Cette distribution se fait par région. Ces vétérinaires et agronomes disent ne pas comprendre pourquoi leur DPAE détourne ce carburant alors qu'ils disposent de son propre budget carburant. C'est le DPAE qui réquisitionne tous les bons, mais au lieu de nous donner notre part, il fait le plein de sa voiture et garder le reste pour lui. Ce budget a été disponibilisé par le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage depuis le début de cette année. Et selon nos sources, chaque agronome ou vétérinaire a droit à une quantité comprise entre 25 et 50 litres de carburant par trimestre en fonction de sa zone de prestation. La rédaction de la RPA a contacté la DPAE en province Cibitoke, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Marie-Ange Irakodze. Parmi les Burundais qui ont récemment été rapatriés de la Tanzanie, il y a plus de 200 qui avaient été intimidés par les autorités tanzaniennes. C'est écrit dans le communiqué de Human Rights Watch de ce mardi 29 octobre. Selon Jerry Simpson, directeur adjoint de la division crise et conflits chez Human Rights Watch, le HCR n'a pas fait correctement son travail. Nos recherches ont prouvé que le Haut Commissariat pour les réfugiés n'a pas correctement identifié la pression sous laquelle se trouvaient entre 200 et 300 demandeurs d'asile burundais qui ont été menacés le 11 octobre par les autorités tanzaniennes de rentrer au Burundi. Et la menace, c'était que vu qu'ils étaient entrés officiellement dans les camps de réfugiés, dû aux obstacles en fait qui ont posé les autorités tanzaniennes dans les mois auparavant, ils risquaient de se faire arrêter s'ils restaient en Tanzanie. Et donc, cette menace a forcé entre 200 et 300 personnes de décider d'un jour à l'autre de rentrer au Burundi. Or, le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, a une responsabilité d'identifier de telles pressions et dans de tels cas, de ne pas les enregistrer dans son programme de repatriement volontaire au Burundi.
Mais la HCR dit qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles ce groupe avait décidé de rentrer et a décidé de ne pas traiter le fait de cette menace comme une raison principale de la décision de retour. Mais c'est absolument clair, selon nos enquêtes et nos interviews, que si les autorités tanzaniennes n'avaient pas menacé ce groupe n'aurait pas décidé le 11 octobre de rentrer et le 12 octobre de se faire enregistrer par la HCR. Ça, c'était une décision qui était immédiatement prise par ce groupe après ces menaces-là. Donc, ce critère-là est le fait le plus important dans la décision de retour et veut dire que le retour était forcé, pas volontaire. Et selon toujours Human Rights Watch, les demandeurs d'asile burundais doivent être prioritairement protégés en Tanzanie. Encore une fois, Jerry Simpson. Selon une enquête récente, il y a plus ou moins 3000 Burundiens qui n'ont pas été enregistrés dans le camp. Et une des raisons principales pour cela, c'est que depuis plus d'une année, les autorités tanzaniennes ont mis en place plusieurs obstacles pour créer des problèmes pour les demandeurs d'asile de déposer leurs demandes. Et donc, nous craignons que les autorités tanzaniennes vont cibler tout d'abord ce groupe-là, vu que c'est un groupe particulièrement vulnérable, qui a déjà de la peur d'être arrêté et forcé de rentrer au Tanzanie. Donc c'est particulièrement ce groupe-là qui doit, selon nous, recevoir maintenant de la protection de l'État tanzanien et du Haut-Commissariat pour des réfugiés. Jerry Simpson a été joint au téléphone par notre confrère Émile Nibasumba. Et avant de clore ce magazine, revenons sur notre page justice où après 5 jours de détention au cachot de la policière, le responsable de l'église adventiste du 7e jour au Burundi a passé ce mardi sa première nuit à la prison centrale de Mpimba. Il serait entre autres accusé d'avoir terni l'image du pays. Le point avec Emmanuel Niyongeko. Pasteur Lameki Barishinga est incarcéré à la prison centrale de Mpimba depuis 20h de ce mardi. Il venait de passer 5 jours au cachot de la police judiciaire de Djabé après son arrestation par la police à l'aéroport de Bujumbura sur le point de voyager à destination du Kenya pour participer à une conférence organisée par les leaders de l'église adventiste du 7e jour au niveau de l'Afrique. Selon une source de la RPA, il est accusé de ternir l'image du pays par le partage des images et vidéos montrant des policiers burundais en train de malmener les fidèles de l'église du quartier Lubouye dans la ville de Ngozi. C'était le 21 septembre dernier. Cette accusation, selon certains membres de l'église, serait un prétexte du pouvoir de Gitega pour le maintenir en prison. Continue les mêmes sources, une mésentente qui résulte de l'élection du pasteur Barishinga comme représentant de l'église adventiste du 7e jour au Burundi par le conseil exécutif de l'église au niveau de l'Afrique centrale, un conseil réunissant 11 pays. Le pasteur Lameki Barishinga a été élu en remplacement de Joseph Ndikubwayo Disenhomo, soutenu par le ministère de l'Intérieur. Ce dernier lui a donné une garde policière sur laquelle il s'appuie pour persécuter tous ceux qui sont contre lui. Témoigne un des fidèles de l'église adventiste du 7e jour au Burundi. Il est accusé d'avoir envoyé une vidéo au siège de l'église aux États-Unis d'Amérique alors que cette vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux. Il est également accusé de n'avoir pas exécuté la décision du ministre Pascal Barandagié, ce que nous jugeons de violation des droits de l'homme. Nous demandons au gouvernement du Burundi d'arrêter ces persécutions à l'endroit des fidèles de l'église adventiste du 7e jour et de libérer sans condition le pasteur Lamek incarcéré à la prison de Mpimba. Que le gouvernement du Burundi cesse de s'ingérer dans la mise en place des représentants de l'église adventiste du 7e jour. Le pasteur Lameki Barishinga a été arrêté sans mandat. Nous avons essayé de contacter à ce propos le ministre de l'Intérieur Pascal, mais il n'a pas décroché. Merci à toi Emmanuel Niyungeku. Et voilà, chers fidèles, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce mercredi 30 octobre 2019. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle pour le travail qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier toute l'équipe technique. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.